Bonjour à tous. Dans le cadre des rencontres Atout plus 3, nous accueillons maintenant l'EM Strasbourg, excusez-moi, j'ai annoncé celle d'après, l'EM Strasbourg, qui est représenté par Didier Verly, directeur délégué du programme Bachelor, Bonjour. et Anouk Brickert, étudiante en première année. Le télécom, ce sera tout à l'heure. Tout à fait. On est bien Pas de souci, d'accord, c'est l'EM partenaire. Strasbourg qui est là. Donc, vous êtes ici pendant 3 quarts d'heure pour répondre à toutes les questions que se posent les internautes sur cette école. Et si vous êtes prêts, tous les deux, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet et prendre la première question qui sera celle de Dora. Dora qui voudrait que vous lui décriviez votre école en quelques mots. Alors c'est une école qui a pris conscience que nos étudiants vont être les managers de demain. Ce seront des personnes actives dans les sociétés et dans la société de l'entreprise qui va effectivement exploiter leurs compétences. Cette notion de manager de demain nous a poussé à avoir des étudiants responsables et qui, nous l'espérons, seront des étudiants responsables dans leur société et dans l'entreprise qui sera la leur dans quelques temps. D'accord. Est-ce que vous désirez compléter, apporter votre vision? Pour l'instant, de ce que j'ai vécu, je dirais que c'est très enrichissant et qu'on en apprend sur tout et rien. Voilà. D'accord. Alors, la deuxième question est pour vous. Donc, vous gardez la parole. Question de Miroir. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette école et pas une autre? À la base, c'était un de mes derniers vœux, étant donné la distance avec la Bretagne, de là où je viens. Mais l'accueil des étudiants et toutes les matières qui étaient proposées, et le fait que ce soit un programme en 3 ans, m'ont énormément attirée et c'est comme ça que j'ai fait mon choix. Et vous ne le regrettez pas? Non, pas du tout. D'accord. Alors, une question de Chacha maintenant. Comment est perçue votre école à l'étranger? Alors on a peut-être une visibilité à l'étranger qui est déjà celle que notre programme envoie nos étudiants à l'étranger systématiquement pour tous en première année. C'est le cas à travers le monde, ils sont sur une dizaine de centres et sur les campus où vous étiez connus, je crois, il n'y a pas aucun souci là-dessus. Un autre aspect de visibilité, notre programme d'échange en 3e année, nous avons une vingtaine d'universités partenaires qui nous connaissent et qui accueillent nos étudiants dans les programmes d'échange en 3e année. Et il resterait un 3e point à évoquer qui est leur orientation. Je chiffre entre 10-15% d'étudiants qui partent faire un master à l'étranger au-delà de notre bachelor. D'accord. C'est aussi la réponse que vous auriez donnée. Oui. Sans tous les chiffres. Oui, hein. Alors, question de Tarine. Sur l'ensemble de la formation, qui dure 3 ans, combien aurons-nous de stages? Alors moi, j'ai 7 mois de stage minima dans mon programme. Concrètement, vous êtes parti pour combien de stages, Anouk? Là, cet été? Oui. 1 mois. Un Et mois. les 10 jours des admissibles. D'accord. Alors, même si je suis étrangère et que je parle bien le français, permettez-vous aux étudiants étrangers de suivre un cursus anglophone? Question de Damien. J'ai envie de dire la question est un peu décalée vu la structure de notre programme. Nous accueillons des étudiants d'un niveau linguistique, je dirais plutôt en français, suffisant pour suivre les premiers cours en français. Et nous les emmenons sur 3 ans à suivre toutes les disciplines en anglais. Donc il y a une progression à ce bilinguisme français-anglais qui se fait en 3 ans. Donc le parcours anglophone, il se construit au fur et à mesure. D'accord. Combien y a-t-il de places pour l'alternance et peut-on en faire dès la 2e année? C'est une question de Ed. Alors l'alternance, on n'en a pas. Alors, Il y en a pas, d'accord. bachelor, fin de ça, il n'y en a pas. Je pilote un programme bachelor qui permettrait à ce que des étudiants, que dans leur parcours, choisissent une licence pro dans les métiers de la distribution. Ça ne s'est pas encore fait aujourd'hui, mais les passerelles sont possibles. Très bien. Alors, la question qui revient sur tous les lives, comment réussir les oraux? Voilà, je Question pense de la main à Steph. Anouk. Tout ce qu'il faut, c'est être transparent, montrer vraiment qui on est, mais sans mentir, sans faire trop et sans se cacher non plus. Parler de ce qu'on aime et parler de soi, c'est ce qui est le plus facile. Donc c'est vrai qu'avec la passion qu'on doit présenter, c'est beaucoup plus facile. Et puis non, c'est tout naturel. On parle de nous, donc c'est automatiquement plus facile. Donc oui, c'est juste être transparent et sincère. D'accord. C'est tout. Ne pas jouer de rôle, ne pas Parce que de s'inventer toute un façon, ça se verra personnage, après. voilà, être soi-même, savoir bien parler de soi, mais sans mentir. Exact.
D'accord, vous confirmez? Je confirme avec, alors j'entends le mot passion, j'ai croisé des lycéens où le mot passion est pour eux un peu, c'est un sommet de quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas encore vécu. D'accord. Et on peut reprendre d'autres mots en parlant de centre d'intérêt, on peut parler d'activités qui effectivement passionneraient, ou en tout cas qui occupent beaucoup de leur temps, auxquels ils attachent de l'importance. Voilà, c'est un centre d'intérêt, un loisir. Oui. Ça peut être un loisir dans lequel ils s'éclatent, voilà. tout simplement. C'est pas nécessairement quelque chose à un très haut niveau, non, ou très poussé. Pas de jugement de valeur. Voilà. J'ai moi-même eu du mal au début quand je me suis dit ouais, il va falloir que je présente une passion, et en fait j'ai pas du tout de passion, j'ai plein de centres d'intérêt mais j'en ai pas, et c'est pour ça qu'au début j'ai eu un petit blocage, et puis après je me suis dit bah tant pis, j'en ai pas, je vais présenter ce que j'ai. Et vous avez parlé de quoi? J'ai présenté le scoutisme. D'accord. Ce qui n'est pas du tout une passion, mais j'en ai quand même fait 5 ans, donc j'ai présenté, puis c'était ce que j'aimais, donc finalement j'ai réussi. Et ça a fonctionné. La preuve, vous êtes là, donc ça a pas mal marché. Alors, vous gardez la main pour répondre à Marcy. Comment as-tu géré ton stress? Peut-être qu'il n'y en avait pas de stress. Si. Si, surtout à l'oral en anglais, mais de toute façon, on est là pour ça. Enfin, ça t'arrivera une fois, tu n'as pas d'autre chance, tu peux pas le refaire. Du coup, faut tout donner, quoi. Faut s'y mettre. Au début, on rentre, on est stressé, mais au fur et à mesure, de toute façon, les examinateurs sont là pour te mettre à l'aise, et ils sont pas du tout là pour te bloquer. Donc, ils vous ont mise à l'aise? Totalement. Ils vous ont aidé à reprendre votre calme? Ils font des petites blagues, ils t'aident, et du coup, ça passe. Donc c'est détendu comme ambiance. Et puis les étudiants autour sont là aussi pour, avant les oraux, après, ils sont là pour nous faire passer du bon temps et nous faire un peu oublier qu'il y a le stress. D'accord. Alors, on reste sur le déroulement des oraux, avec maintenant l'oral de langue. Comment se déroule l'épreuve orale de langue? C'est une question de Zach. Comment vous l'avez vécu Moi, j'ai eu un texte. Après, il fallait qu'on fasse un plan par rapport à notre texte, qu'on le présente et qu'on explique un peu vers où il veut aller, pourquoi. Et du coup, à la fin, dans ma conclusion, j'ai montré qu'il collait avec les 3 valeurs de l'EM, qui sont la diversité, l'éthique et le développement durable. Yes. Et après, j'ai eu des questions, et après, on a parlé de moi, de pourquoi je voulais cette école. Et d'accord. C'était vraiment facile, compliqué. Ça s'est bien passé. Oui. Alors, comment as-tu préparé toutes tes épreuves? Question de mai 98. Décidément. Je ne les ai pas vraiment préparées. J'y suis allée en me disant que de toute façon, j'avais ce qu'il fallait ou non, et donc du coup, j'allais le voir. Après, l'épreuve d'anglais, je l'ai préparée dans le sens où je parlais en anglais avec mon père, et c'était quelque chose qu'on essayait de... Une forme d'immersion avant l'épreuve. Avant l'épreuve, mais sinon, tout le monde n'a pas un papa bilingue, mais après, regarder des films en anglais, lire des livres en anglais, ça marche aussi pas mal. D'accord. Et se renseigner quand même sur l'école, j'imagine J'aurais dû, peut-être. Non, mais bon, après, il y a des étudiants autour. De toute façon, les étudiants étaient là, et ils nous ont énormément aidés. Et c'est d'ailleurs 5 minutes avant, quelque chose comme ça, que j'ai appris les 3 valeurs de l'école. Donc bon, on est là pour ça, donc c'est pas grave. D'accord. Alors, elle dit qu'on est là pour ça parce qu'elle prend déjà un rôle cette année en première année pour accueillir les nouveaux candidats. Voilà, d'accord. Donc vous êtes là pour répondre à leurs questions, pour les aider à se préparer, à se détendre. Parfait. Alors, question de Yann, c'est quoi le développement éthique? Je vais peut-être prendre le relais. Alors, le développement éthique, déjà, je n'associerai pas forcément les deux mots ensemble. On parle d'une façon de se comporter qui, après, avec mes cheveux, on parlera de management par l'éthique. Et pour essayer d'en parler sans faire un cours d'1 heure sur le sujet, c'est effectivement ce que j'évoquais dès l'initiale. Nous sommes dans une école où la notion de responsable et de manager responsable, et aujourd'hui, dans leur vécu, que nos étudiants soient considérés comme des étudiants responsables, une des formes de responsabilité, c'est bien d'avoir un comportement éthique et de développer une personnalité qui respecte cela. Alors, on va se retrouver forcément dans des débats où éthique et morale peuvent se discuter. Nous avons une journée des valeurs, une qui est dédiée à l'éthique, qui permet dans les différents ateliers de comprendre cette perception personnelle du système de valeurs, de la référence, qui permet de se développer en éthique avec son environnement. Et j'invite l'étudiant s'il est chez nous, à bien sûr différents ateliers que nous aurons, parce que concrètement, des étudiants, des professionnels viendront en phase 2 raconter cette histoire
et les faire travailler dans les ateliers sur le sujet. C'est une valeur centrale pour l'école? Oui, on a choisi 3 valeurs en mettant des guillemets autour du mot valeur, mais essentiellement pour déjà donner un socle de départ sur cette notion de responsabilité. J'ai envie de dire, il est peut-être un marronnier de parler de la responsabilité sociétale des organisations et des entreprises. Il y a une réalité de ce qui se passe dans des écoles comme la nôtre où effectivement nos étudiants ils se retrouvent en situation de se poser des questions sur des situations pas évidentes à vivre. Et je préfère qu'ils les vivent dans notre école, dans différents contextes, que demain dans l'entreprise où ils vont les découvrir. Oui, vous ne faites pas qu'en parler, vous leur donnez quand même des bases concrètes. Ce n'est pas juste théorique. La base concrète, on est l'une des rares écoles à travers le monde à avoir une plateforme. Alors qu'on dirait d'e-learning sur le sujet, très concrètement, ce sont effectivement des éléments, des études de cas qui mettent en situation l'étudiant. Et en face de cela, il y a du concret. Quand je parlais de journée des valeurs, c'est du concret. L'ensemble de l'école est affecté à différents ateliers. L'ensemble du campus est dans un de ces ateliers pour effectivement découvrir une situation dans laquelle on confronte l'étudiant, entendre un témoignage pour effectivement enrichir son type de posture possible, et un débat qui peut effectivement faire que la posture du débatteur avec les étudiants en face fait bouger les limites. Très bien. Alors on revient aux oraux avec la question de Mimi 4. Faut-il venir avec un CV le jour de l'entretien? Techniquement, un CV, oui, est utile. Concrètement, nous avons un support qui sert de CV dans lequel l'étudiant pourra reprendre tous les éléments de son CV, et parce que c'est un document normé, standardisé, qui permettra au jury de l'avoir sous la main en fonction de ce qui se passe dans l'oral. L'oral est essentiellement autour du centre d'intérêt, c'est ce qu'on avait vu qu'auparavant. Et le CV, le document qui sert de complément à cela, c'est en fait un complément pour que le jury puisse, dans la bienveillance, poser des questions qui sont dans le sens de ce que l'étudiant a envie d'exprimer. C'est pour faciliter les choses, en fait. Oui, on a 20 minutes à passer ensemble. Oui. 10 minutes sont dédiées à ce centre d'intérêt. Les 10 autres, en fonction de ce qui est à raconter, un jeune lycéen est peut-être un peu court au bout de 10 minutes. Oui, puis c'est plus facile parce que du coup, on donne une direction aux examinateurs et on a choisi ce qu'on met sur notre CV. Du coup, on a un peu, entre guillemets, on a choisi les questions, en fait. Les thèmes vous aiguillez un peu l'entretien, quoi. Alors, apprenez-vous aux étudiants à faire un CV et à rédiger une lettre de motivation? C'est Marinika. Elle le vit dès la première année. Oui, dès qu'on arrive dans l'école, on apprend ça. Plusieurs fois dans l'année en plus. Alors on essaye de mettre en place une progression. J'ai évoqué la progression du français à l'anglais, ce qui pousse aussi à une progression de culture, à une candidature. Le modérage français n'est pas le même que celui des mots anglo-saxons. Donc il y a une progression sur les 3 ans sur ces supports. Et puis il y a une progression parce qu'au fur et à mesure des 3 ans, les étudiants cherchent des stages de plus en plus poussés dans la relation client, de plus en plus poussés dans l'international. Tout ça, ça nécessite effectivement de faire progresser vos supports. Même s'il y a une répétition, mais c'est cette progression que vous avez au bout de 3 ans. Alors, quels sont les profils recherchés dans votre école? Question d'Emma. Les profils recherchés dans les écoles. Si je prends est-ce qu'il y a des profils types déjà, ou est-ce que tout profil est bienvenu? Je m'en voudrais de dire. Diversité, non? Non. Je dirais que non. Parce donc vous recherchez personne en particulier. Je prends ma casquette de recruteur en disant qu'on met forcément une barre de recrutement. On a des écrits, ils servent à sélectionner. Le mot est un peu dur, mais il est là par rapport à des niveaux. Quand on regarde le niveau des écrits, on demande un niveau minimal pour ce qui est de Strasbourg à dépasser pour s'assurer que la personne, d'un point de vue cognitif, intellectuel, a un niveau minimal nécessaire pour la suite. Après, c'est les oraux, c'est une personnalité. On cherche une personnalité qui, j'ai évoqué le mot manager responsable, un étudiant qui pense faire être le roi du pétrole en racontant comment il arnaque au téléphone sa grand-mère, c'est raté, c'est pas ce qu'on cherche. Non, vous cherchez des futurs managers responsables. Voilà. D'accord. Donc c'est large. C'est ça, Oui. On est d'accord. Donc il y en a une ici. Oui. Alors combien d'élèves partent à l'étranger? La première année, tous. Donc la première année, départ obligatoire à l'étranger pour tout le monde. On a 3 mois d'expatriation expatriation, janvier, c'est un grand mot l'expatriation, c'est sûr. Oui, 3 mois à l'étranger dans une université partenaire. C'est souvent, pour certains d'entre vous, la première fois où vous êtes totalement autonome sur l'histoire des 3 mois. Dans un autre pays, tout ça, oui. C'est sûr. Vous allez partir où? Je suis déjà, on est parti et moi j'ai fait 3 mois en Californie.
Ça va. Voilà. Il y a pire. Il y a pire. Comme Nous destination. avons 8 destinations en première année qui permettent effectivement. Alors, l'objectif, c'est le niveau linguistique. Quand j'évoquais la progression linguistique français-anglais dans cette mixité linguistique, c'est de m'assurer que les étudiants en revenant aient le niveau minimal pour suivre des cours qui vont être de plus en plus en anglais. Et puis en troisième année, on continue l'international. Alors là, c'est, je le dis rapidement en disant au mérite, et c'est un choix d'échange qui est aussi particulier à notre école, à l'Université de Strasbourg. Nous choisissons de faire partie des étudiants, non pas par groupe de 15-20 à l'étranger, ils partent 1, 2, 3 dans une des 20 destinations. Et c'est une certaine immersion assez particulière. Ça, ils ne se raccrochent pas les uns aux autres en parlant français. Et quand je dis au mérite, ça veut dire qu'il y a forcément une sélection entre eux, d'arriver à une destination qui plaît à plus que d'autres. Mais ceux qui préfèrent vivre l'exceptionnel en Lituanie n'iront pas en concurrence avec ceux qui veulent vivre à Pékin. C'est juste des choses différentes. Des expériences assez différentes. Alors, à quoi correspond un bachelor à l'international? Question de Julie. À quoi il correspond? Il correspond à un cursus déjà en 3 ans. Alors peut-être 4, certains d'entre nos étudiants choisissent une 4e année pour se professionnaliser, pour vivre une expérience, un métier. Donc c'est un parcours qui a un point de départ. Un point de départ aujourd'hui pour la majorité d'entre nos étudiants vers un master, donc un niveau Bac plus 5. Mais je vois de plus en plus d'étudiants qui sont tentés par l'insertion professionnelle à Bac plus 3. Alors, ils sont une petite dizaine de pourcents, mais il y a 20% d'entre eux qui m'ont demandé un report de diplôme pour travailler justement dans cette année professionnalisante. Voilà, c'est un marché qui, pour ces métiers à Bac plus 3, je pense, a tout approuvé. Et pour moi, ce bachelor et ce côté professionnalisant, internationalisant et responsabilisant, je reprends ce terme, pour notre diplôme, pour nos diplômés. D'accord. Alors, quels sont les enseignements de spécialisation? C'est Tommy. Oui, spécialisation. Alors, il y a, je vois la petite moue d'Annick sur le sujet. Le point de départ, c'est que j'ai fait un choix de mettre des piliers pédagogiques dans toutes les matières. Et donc, globalement, la tendance serait plutôt à nous regarder comme des généralistes. Après, certains nous taxent de spécialistes parce que nous orientons effectivement nos enseignements pour que les différentes disciplines soient enseignées, alors en anglais pour le format, mais surtout dans le contexte international. Et après, on en arriverait à des spécialisations parce que j'ai donné la possibilité à nos 3e années d'avoir des cursus particuliers sur des éléments de marketing, par exemple faire un serious game en marketing, des éléments particuliers sur des éléments de ressources humaines, mais sur le point de vue de négociation, il y a des ateliers en négociation, sur l'entrepreneuriat, il y a un atelier de construction d'un projet entrepreneurial spécifique à la 3e année. Donc il y a des pointes de spécialité, mais je ne suis pas dans cet académisme. D'accord. Alors, durant l'épreuve d'anglais, est-ce qu'on nous donne du vocabulaire pour s'en sortir? Jérôme 3. Non. Non. Tu peux venir avec le vocabulaire. Oui, et puis tu le trouves dans les documents, donc oui, c'est pas. Oui, on s'appuie sur des textes, on n'est pas sans rien. Les textes existent, il y a des CD-ROM standardisés pour qu'on puisse effectivement traiter ces épreuves avec toute la sélection nécessaire au concours. D'accord, mais le vocabulaire un peu technique, on peut le trouver dans les textes, mais pas. Oui. Puis s'il est si technique que ça, il n'est pas demandé non plus. Et j'ai envie de rebondir que c'est bien cette difficulté du niveau linguistique en anglais qui m'a poussé à maintenir ce départ de 3 mois dans un pays anglophone en première année. Alors, Olive voudrait savoir comment se démarquer des autres candidats à l'oral. Quelques petites astuces. Venir avec un CV, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait. D'accord. Disons, maîtriser son sujet, quand on parle de soi, ne pas hésiter, peut-être ne pas être timide, ou au moins essayer de la cacher. Je pense que c'est le seul truc sur lequel on peut un peu fausser, non? Oui, je vais rebondir sur l'histoire du CV. Le CV fait partie d'un ensemble de choses qui peuvent être préparatoires à l'entretien. Avoir déjà un CV, ou en tout cas pouvoir tracer son histoire, permettra très rapidement de remplir le document qui sert de base au jury. Mais en même temps, ça permet effectivement d'être maître de son histoire. Et maître de son histoire, ça permet d'être sincère, ça permet de tout de suite d'être un peu plus à l'aise sur ce qu'on veut raconter.
Les histoires d'être... Alors, moi, je rebondis sur la toute première question. C'est, au début, vous disiez être sincère, être transparent, raconter ce qu'on est. Ben, c'est là l'histoire. Hein. Oui, c'est comme ça qu'on se différenciera. C'est si notre D'accord, mais alors personnalité... c'est pas la peine d'aller chercher des centres d'intérêt qui sortent de l'ordinaire. C'est pas la peine d'être très exubérant. Pour sortir du lot, il n'y a pas besoin de faire ça, finalement. Après... Chaque année, j'imagine qu'il y a énormément de personnes. Il y a quelques originaux. Oui, il y a quelques originaux, mais il y en a aussi énormément qui présentent les voyages comme passion. De notre côté, oui. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, jamais je l'aurais fait, hein, même si j'ai énormément fait de voyages, mais tout le monde le fait et tout le monde vient avec un PowerPoint. D'accord. Alors, je dirais que moins original que ça, c'est pas possible. Je vais pas jusque-là. Non, mais dans ce cas-là, il faut qu'il soit bien fait, il faut que ça soit solide. D'accord. Mais un PowerPoint et les voyages... Sans raconter ce qu'on y a vécu, pourquoi on y a vécu des choses et pourquoi, par exemple, les raccrocher à des valeurs de l'école, pourquoi les raccrocher à ce que cela change dans sa personnalité. Oui, voilà l'histoire. Oui. Dans ce cas, il faut être sûr, il ne faut pas dire, bon, ben... Voilà, je fais mon diaporama. Voyages, là, voilà. Le piège, c'est le diaporama. Mais c'est vrai pour tous les types de centres d'intérêt. C'est venir avec un diaporama sans raconter qui on est dans l'histoire. Ce n'est pas le diaporama qui va sauver le candidat. Sa personnalité va s'exprimer sur l'impact qu'il y a derrière son histoire. S'il y a un diaporama, ça, je vais aller un peu mitiger la réponse. C'est comme pour le CV, ça montrera qu'il y a quelque chose de préparé. Oui. Et c'est derrière ça qu'il faut construire. Oui. Après, oui. C'est une première étape, c'est une preuve de sérieux, on a préparé, on a fait l'effort, mais ça ne suffit pas. Quoi. Et si le PowerPoint est préparé et ne sert pas, tant qu'à faire, le mettre de côté, puis on a quelque chose à raconter, des démonstratifs sans le PowerPoint. Mais du moment qu'on a préparé l'histoire. Et alors vous dites que chaque année vous avez des originaux, ça on imagine bien, mais ça paye ou pas? Quand je vois dans ma promo ce que les gens ont présenté, oui. Oui. Il y en a une, elle est venue avec un gâteau, elle avait fait le logo de l'EM, tout ça, elle était prise, elle avait... Il y en a un, sa passion c'était sauveteur, un truc comme ça, il est venu avec son mannequin. D'accord. Un truc comme ça. Alors ça paye parce que derrière ça, il y a une histoire qui se construit derrière. On comprend pourquoi il a présenté ce centre d'intérêt et pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Tu vois. Alors, on reste un petit peu sur cette thématique avec Star. Qu'est-ce qui est attendu à l'entretien? Bon, on tourne autour depuis un moment, mais... Toi, le candidat. Le candidat. Ouais, toi déjà viens à l'heure. Viens à l'heure. Viens à l'heure. Les étudiants sont là pour motiver avec le sourire. Toute la troupe qui arrive chaque matin. Et moi, je vois les jurys chaque matin pour leur rappeler la bienveillance qu'ils portent aux candidats, pour leur rappeler pourquoi le jeune lycéen bachelier va nous raconter des choses. C'est peut-être la première fois qu'il va oser les raconter à d'autres dans ce genre de contexte. Et voilà, qui viennent avec sa personnalité, avec son histoire. Alors vous parlez de bienveillance, donc ça fait le lien avec la question suivante. D'animaux, y a-t-il des questions pièges à l'oral? Nous demandons à ce qu'il n'y en ait pas. Un petit peu, non, ce n'est pas l'objectif. Si l'étudiant se sent coincé, c'est qu'il a peut-être quelque chose à cacher. D'accord, il ne devrait pas. Normalement, tout doit se passer de façon Et si quelque chose ne va pas, là aussi, j'invite toujours les jurys à bien être attentifs à ce qui peut se passer. On voit certains étudiants avoir chaud, prendre des couleurs, se sentir moins à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait? On les invite à se mettre à l'aise. Il y a ce côté très humain de la relation humaine. Étonnamment, un lycéen qui débarque dans nos écoles, il découvre quoi? Il découvre des gens qui vont le sélectionner, mais c'est ce qu'il va retenir de ce qu'on a été capable de lui mettre en avant. Côté étudiants qui l'ont accompagné entre toute la logistique de la journée, les jurys qui auront su l'écouter, lui poser des questions pour le mettre en valeur. C'est incroyable comme ça a son effet. Oui. Alors, c'est la preuve. Là, un sujet qu'on n'a pas encore abordé mais qui a son importance. Donc c'est Adcha qui vous demande si vous avez des conseils pour réussir à se présenter convenablement à l'oral. Donc c'est, j'imagine, la tenue vestimentaire. C'est toujours un grand sujet, cette oui, histoire de tenue. Ça les inquiète. Moi, beaucoup. je sais pas, je suis venue en tenue de scout, donc j'étais pas très présentable non plus. Ça a réglé le problème. Parmi les originaux. C'était fait. Mais oui, pas venir en mini-short. Sauf celui de scout. Oui, à part celui de scout, c'était un pantalon, mais... Non, c'est-à-dire que oui. C'est toujours un sujet un peu délicat. J'invite nos jurys à ne pas avoir
délit de sale gueule, pour dire les choses rapidement comme ça. La tenue dans laquelle tu es à l'aise. Il y a les tenues d'être à l'aise, il y a un contexte qui est celui du recrutement. Oui. Donc quand même du respect, Voilà, mais pas de conformisme. Mm. Quelqu'un peut être coincé dans son costard et quelqu'un d'autre peut être une super personnalité exubérante sans être habillé fashion par rapport à ce recrutement. C'est juste un respect du contexte et la posture qui fait qu'on ne se trompe pas de candidat. Ouais. En adéquation avec sa personnalité, quoi, Tout à fait. la tenue. D'accord. Alors, est-ce que vous permettez aux élèves de réellement améliorer leur anglais en les envoyant dans un pays anglophone? C'est Amel qui demande ça. Oui. Est-ce que vous avez progressé? Je suis partie avec un assez bon niveau d'anglais, mais j'ai progressé dans le sens où j'étais vraiment à l'aise en parlant. Bon, au début, les premiers jours, je leur demandais toujours de répéter, mais à la fin, oui, je me suis rendu compte que j'étais capable que j'avais plus la barrière du est-ce qu'ils vont me comprendre ou est-ce que je prépare ma phrase avant. Non, je l'avais plus. Du coup, oui, je suis beaucoup plus à l'aise. Je dis pas que. Donc oui, ça répond. donc oui, ça permet que oui, ça complètement. répond très nettement à la Puis c'est question. le but. Ouais, Donc, c'est un investissement que nous faisons dans ce bachelor. Je sais que c'est conséquent et cela peut effectivement freiner nos partenaires qui pourraient en faire autant, mais je ne peux que conseiller de le faire pour des bachelors dans le contexte international. C'est une base nécessaire. Très bien. Alors, une question de Joya. Qu'est-ce qu'on vous enseigne comme matière? Et est-ce que tu as l'impression de faire des progrès et d'évoluer? Donc, j'imagine que la question est pour vous. Oui, alors on nous enseigne, on a de tout. On a de l'entrepreneuriat, de la communication, du marketing, de la finance, des maths, financières. Donc, tous les Tout, on grands a de domaines tout, de la oui. vie de l'entreprise. On nous apprend tout ce qu'il faut. Et, Des langues, donc aussi. oui, et les langues aussi. On a LV1, LV2. Et oui, moi, je me suis personnellement améliorée en maths. Je suis arrivée avec un niveau assez banal, basique. Mais pour l'instant, oui, je me suis améliorée. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des enseignants issus du monde professionnel? C'est Philippe qui se demande oui, ça. c'est bien. C'est bien une de nos forces aussi d'avoir réussi dans notre école, avoir cet équilibre entre ce qui est notre académisme. Nous sommes une composante de l'université et on a effectivement cette chance d'être en interaction constante avec nos enseignants-chercheurs et en même temps d'avoir autour de nous des entreprises dont les cadres, dont les dirigeants viennent intervenir dans nos cours. On a des ratios grosso modo 50-50 dans le volume d'heures qui sont mises en place pour nos bachelors, d'autant plus facilité que j'ai fait un choix de partager dans les différentes disciplines les cours entre cours magistraux et travaux dirigés. Et dans les travaux dirigés, nos professionnels viennent avec leurs outils et font travailler nos étudiants en petits groupes avec leurs outils qui viennent du monde de l'entreprise. D'accord. Alors, vous parlez des interventions des professionnels dans l'école, donc c'est intéressant parce que la question suivante, c'est est-ce qu'il y a des conférences avec des professionnels? Oui, c'est tout un programme qui vient en bonus, en supplément à tout ce qui est fait effectivement déjà dans le parcours pédagogique. La dernière conférence, c'est un chirurgien qui a été intervenu dans le domaine du management du vin. On est dans le domaine de l'œnotourisme, de tout ce qui est cette économie sur le sujet. Et il est venu effectivement remplir un amphi sur ce contexte vin et santé et pourquoi et comment certaines choses sont en train de se construire dans ce plan d'économie. Une autre fois, on était sur les outils en RH, en matière effectivement de tout ce qui peut être concentration, focalisation, négociation, et c'était une autre forme de conférence. Je crois qu'on a le chiffre, on a le kilo. On parle de plus de 1000 interventions dans l'année qui se font dans l'école, dans les différentes disciplines. C'est aussi orienté par une trentaine de diplômes qui sont orientés vers l'économie, et forcément il y a des intervenants de l'économie qui viennent chez nous pour en parler. Alors, quelle est votre plus belle expérience au sein de l'école? En tant que... Alors, ça s'adresse à je ne sais pas qui. Bon, moi, c'était à la 3 mois en Californie. Enfin, pour l'instant... Oui, vous êtes en première année, donc voilà. il y a encore beaucoup de belles choses à venir. Mais principalement, oui, les 3 mois merveilleux qu'on a fait. On n'a pas eu d'hiver strasbourgeois pour l'instant. On a eu un hiver à 27 degrés, donc... oui, c'est vrai. C'était sympa. C'est différent, un autre style.
Non, oui, c'était ma plus belle expérience. Moi, depuis 4 ans, je suis arrivé il y a 4 ans pour développer ce bachelor. La grande expérience, c'est ces 4 ans et son développement et de croiser des personnalités comme Anouk et d'autres étudiants. Quand vous avez un étudiant qui se motive dans le cadre d'un projet, je repense à des projets solidaires humanitaires qui, de but en blanc, le démarre, fédère des étudiants autour de lui pour le développer et finit par passer 2 mois à l'autre bout du monde pour développer une école, développer une salle de motricité et qui revient partager son expérience et comment il a grandi à travers ce projet. J'en ai tous les jours des comme ça. C'est ces petites expériences-là, c'est un peu ce qui me font vivre. Voilà, ma petite expérience, c'est l'ensemble des grandes expériences qui nous font vivre. D'accord. Alors, il nous reste 15 minutes avant la fin de ce live et il y a beaucoup de questions qui se bousculent. Alors, il y a celle de Marco notamment. Quelles sont les perspectives d'avenir après le bachelor? Alors, je parle d'orientation, oui. Je reprends ma casquette de directeur du programme. Aujourd'hui, à date, nous avons 4 étudiants sur 5 qui continuent en master, dont les 2 tiers essentiellement dans des programmes grande école. Donc on retrouve tout le système français à Bac+5, des subdeco, qui font qu'effectivement nos étudiants poursuivent vraiment très majoritairement dans ces directions-là. Notre bachelor, peut-être son côté composante universitaire, fait aussi que l'autre partie des continuateurs en master continuent dans des masters universitaires en France ou à l'étranger. C'est aussi peut-être aussi une particularité que j'évoquais en début d'entretien. Nos jeunes continuent sur ce sujet-là. J'ai chaque année 1 ou 2 entrepreneurs qui, à partir d'une idée développée pendant le bachelor, la développent et tentent de créer son histoire. Et quelques-uns qui tentent le monde professionnel, très peu. Peut-être trop peu, je dirais aujourd'hui, dans le contexte français. Les quelques-uns qui continuent sont essentiellement à l'étranger ou dans des entreprises françaises ayant un service export ou ayant déjà, j'ai envie de dire, fait cette mutation dans ce que peut être la posture d'un cadre à Bac+3 dans les domaines internationaux comme ceux que je forme. Très bien. Alors, est-ce que vous proposez, demande Rafafa, des initiations au marketing digital? Alors, on a des éléments d'e-marketing et du marketing digital qui sont en train de se mettre en place. J'ai évoqué le Serious Game qui est en place en 3e année. Et pour moi, c'est une option que je veux développer. Alors, cette spécialité, ces électifs en 3e année qui vont se développer, je l'espère, pour la génération d'Anouk d'ici à ce qu'elle soit en 3e année. Alors, Stitch vous demande maintenant que sont devenus vos anciens étudiants? Alors, on ne va pas les prendre un par un, mais est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous avez des exemples dont vous êtes particulièrement fiers ou, Alors, j'en suis. Alors, c'est pour. L'histoire de notre progression fait aussi que mes premiers étudiants sur le marché de l'emploi sont essentiellement des étudiants qui ont fait un Bac+5 et qui sont maintenant sur le marché du travail, donc depuis très peu de temps. Et ils étaient très peu nombreux à l'époque. J'ai quelques Bac+3 aussi, là maintenant, depuis 2 ans, qui commencent à avoir quelques parcours sympathiques. Alors, c'est par exemple des étudiants qui se retrouvent managers dans des structures commerciales. J'ai une étudiante diplômée qui a développé le réseau vers les centrales d'achat en région parisienne pour de grandes enseignes de la distribution. J'ai des étudiants qui se sont positionnés sur des projets marketing chez des sous-traitants automobiles allemands. D'accord, donc c'est très libéral et trop ponctuel pour en faire une analyse socio aujourd'hui. Là, je recrute à 120 étudiants. Je vais commencer à avoir quelques données d'insertion. Quelques tendances vont se dessiner, là, c'est trop tôt. C'est trop tôt et en même temps, j'ai démarré l'histoire grâce aux étudiants qui sont vos aînés en 2e année. Ce sont les premiers qui ont repris tout l'historique de notre bachelor depuis sa création et nous disposons d'une première base de travail. Et puis, ce sera votre équipe projet Futur 2A qui va traiter cette histoire d'insertion pour que l'an prochain, à date, j'aurai peut-être plus d'anecdotes à vous raconter. Alors, on prend rendez-vous, d'accord, pour l'année prochaine. Alors, en attendant, question d'Amina, à quoi ressemble l'emploi du temps en première année? Il change toutes les semaines. D'accord. Et franchement, ça dépend. Tout ce que les seules matières qui sont vraiment fixes, c'est les langues, qui ne changent pas de trimestre en trimestre. Qui sont sur les plages réservées à. Oui. Voilà, mais sinon, ça peut changer énormément. On peut se faire une grosse journée comme une plus petite journée. Ça dépend vraiment
du fait que je pense que ce soit des enseignants qui viennent aussi pas mal du milieu professionnel, que du coup ça dépend de leur disponibilité. Oui, bien sûr. C'est des choix que j'ai fait aussi vis-à-vis de nos intervenants professionnels. Ils viennent avec une priorité qui peut être tout simplement leur business, leur façon de monter leur histoire. Ils ont un rendez-vous important, je me mets à leur écoute pour permettre cela. En même temps, ça donne une petite vision de ce qu'est le management de l'incertain. Ils ont des intervenants professionnels qui vont leur dire j'ai pas pu venir parce que j'ai négocié une belle affaire, et ils hésitent autant que possible. Nos intervenants n'hésitent pas aussi à raconter leur histoire, et donc ça leur permet aussi de comprendre pourquoi. Moi je les pousse vraiment à ce que nos pros leur racontent pourquoi finalement on n'a pas eu cours demain, parce que c'est ça qui se passe. Et après effectivement on n'est plus au lycée, ça c'est fini. Et encore, vous évoquez les langues. Les langues vont évoluer aussi au fur et à mesure des 3 ans pour avoir une grande partie en centre de ressources de langue. Et là-bas, vous serez beaucoup plus autonome sur ces plages dédiées à votre parcours linguistique. D'accord. Et il y a beaucoup de questions encore en attente qu'on va essayer de traiter avant la fin. Donc, je vous demanderai de faire des réponses un peu plus brèves pour pas trop frustrer les internautes. Alors, question de Willow S. Est-on suivi pour notre projet pro? Ah oui. Ça, tout au long des 3 ans, on a un département qu'on a marqué Cap Carrère, qui s'occupe très particulièrement du développement personnel et professionnel, donc sur les 2 aspects du projet de l'étudiant, de la première à la 3e année. Mise en œuvre d'outils RH, entretien individuel, rencontre avec des pros, salon RH, enfin, il y a du matos. Oui. Alors, Malouka, vers quel master s'orientent les étudiants le plus souvent après un bachelor Affaires internationales? La réponse a été grossièrement donnée, essentiellement sur des masters grande école. Oui. Et puis j'ai la chance d'avoir des étudiants qui partent effectivement dans des horizons très divers. J'ai des gens qui sont partis dans du marketing dans le monde textile, dans de la communication dans le monde éditorial, c'est dans des projets internationaux en finance internationale sur un master en Pologne. J'ai la chance d'avoir effectivement des étudiants qui osent tout et qui réussissent. D'accord. Alors, question de Dave. Peut-on faire du sport sur le campus et d'autres activités? Vous pratiquez du sport? Il est où, le campus? C'est tout le campus. Vous êtes en plein dans le campus. C'est pour ça qu'il est où, le campus? Peut-on faire du sport dans le cadre de l'école? Moi, j'en fais pas, mais après, je crois On a un bureau des sports. Si, oui, il y a le bureau des sports. Oui. Ils utilisent ce qu'on a sur le campus, le BISU, on appelle ça comme ça. C'est un établissement sportif qui est effectivement ouvert pour les activités sportives universitaires. Le SU sert à dire cela. Et donc nos associations sportives de l'école recrutent dans toutes les filières. Voilà. On a quelques sportifs du bachelor qui y vont, et puis sinon c'est les activités. Cette fois-ci, c'est l'avantage d'être sur un campus universitaire et d'être en plein milieu dedans. Et autres activités, il y a un BDE, il y a un BDA, enfin on sort des listeux, voilà. C'est une des activités au retour du séjour linguistique d'expatriation que font nos étudiants. La première activité, c'est effectivement constituer les associations qui vont porter l'animation des bachelors. Alors, comment est-ce que tu te restaures sur le campus? Question d'Ava. Moi, je ne mange pas sur le campus. Moi, je rentre manger chez moi tous les midis. Mais il y a de quoi. Il y a 2 cafétérias. Un restaurant universitaire. Finalement, c'est cette proximité du campus qui permet différentes restaurations. Il y en a à l'extérieur qui ne sont pas longs et tout. Il y a aussi quelques restaurations rapides de qualité. On a un traiteur bio pas loin qui a des plats à 3-4 euros. Il y a des opportunités qui existent autour entre l'université et le privé. Alors vous parlez du bio, mais RB, lui, il voudrait des plats traditionnels strasbourgeois. Alors, est-ce qu'il y a ça? Voilà, il n'y a aucun souci. T'as tout Strasbourg. Il y a 10 minutes de toutes les mini-choupes strasbourgeoises, s'il veut se faire plaisir. Et dans les cafétérias et tout ça, il y a ça? Là, c'est peut-être une autre histoire. Je n'ai pas forcément une liaison directe avec l'intendant de l'université sur ce genre de sujet du rue, mais voilà. Mais a priori, dans Strasbourg, ils devraient trouver. On pourrait peut-être inciter nos étudiants de BDE à créer une activité culinaire traditionnelle. Alors, en parler, oui. Pourquoi pas. Alors, quels sont les projets justement des BDE et des ASSOS? Question de Jeanne Aïko. Le BDE, c'est... Il y a le bureau des élèves et ils sont là pour tout ce qui est soirée. Ah oui, non mais... De toute façon, il faut le dire. Hein. Et après, on a un bureau des sports.
Et après, chez les PGE, qui est aussi accessible, il y a le bureau des arts, le bureau du multimédia, le bureau de l'humanitaire. On peut peut-être évoquer ce qui a été fait l'an dernier, c'est un week-end ski. Il y a un week-end ski, il y a le week-end d'intégration, le week-end à Prague. Cette année, je n'ai pas entendu où est-ce qu'ils avaient pris de partir. Ils ont prévu soit Amsterdam, soit Rome. À Rome, voilà, il y a des projets. On vient d'en sortir, on a juste eu le programme et on verra après l'application. Bon, il se passe plein de choses. Voilà. Ah oui. Oui, ça ne s'arrête pas. Alors, il reste 3 questions avant la conclusion. Donc, une question de Tim Tom. Comment est la ville de Strasbourg? Est-ce que c'est agréable pour étudier? Et est-ce que concrètement, la présence d'institutions européennes est un plus? Alors, c'est très agréable. Franchement, pour y vivre et pour étudier, c'est super beau. C'est une ville vraiment étudiante, c'est-à-dire que le soir, si tu as envie de sortir, tu t'ennuies jamais. Vous n'êtes pas strasbourgeoise? Non, pas du tout. C'est important. J'ai découvert ça et franchement, c'est très joli. Je ne regrette pas d'y être. Après, les institutions européennes, est-ce que c'est un plus? Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que oui, de manière à chercher un stage. Après, pour l'insertion, peut-être que si on veut rester sur Strasbourg, oui, ça peut être un avantage, un atout. Nos 3e années partent dans leur séminaire de rentrée, faire une séance dans l'une des institutions européennes. On fait ce travail-là. On a une collègue qui est plus particulièrement attachée à Bruxelles pour ces éléments européens. Et Strasbourg, effectivement, rayonne de ce point de vue-là. Un autre effet, c'est au niveau du recrutement. J'ai chaque année des étudiants qui ont passé le concours Atout plus 3 en venant de familles multiculturelles basées à Strasbourg, basées à proximité ou frontalières, liées au statut européen de Strasbourg. D'accord, donc au-delà des perspectives d'embauche, un environnement quand même cosmopolite qui est un vrai plus au quotidien. Ah oui. Alors, question d'Émilie. Aidez-vous les étudiants à se loger? Elle précise, je n'ai que 17 ans et ça me fait vraiment peur de devoir partir loin seule. Vous êtes passée par là? Je suis passée par là et moi, c'est grâce aux étudiants qui m'ont accueillie que j'ai trouvé mon premier logement. Et je t'invite à venir nous voir. Si tu viens passer les euros que tu me reconnais, je t'aiderai. Voilà. D'accord. Bon, le message est passé. Ouais. Alors, comment te loges-tu en ville? Demande Amy. Comment vous avez fait moi, j'ai fait le choix de prendre 2 logements, c'est-à-dire que j'en ai pris un de octobre à décembre, histoire de ne pas en payer un le temps que je ne suis pas là, étant donné qu'on est 4 enfants dans la famille. Et du coup, en rentrant, j'ai trouvé un appartement pour les 2 ans. Et en appartement toute seule. Mais globalement, c'est facile de trouver des logements, la vie n'est pas trop chère, 3 jours, on peut être relativement près de l'école. C'est à des prix vraiment corrects. C'est assez simple, il n'y a pas de grosses galères de logement. Non, le réseau de transport aussi, le tram strasbourgeois fonctionne bien, les bus, ce qui permet aussi de se rapprocher très rapidement. Le mien, je l'ai trouvé. Le deuxième, en rentrant de Californie, je me suis pris 3 jours et je l'ai trouvé. Donc bon, en 3 jours, ça a été fait. Alors finalement, comme vous avez été très rapide, on peut prendre encore quelques questions. Au moins une, celle d'Aaron. Y a-t-il des choses cool autour du campus? Tout. On est pas loin, il y a la rue des Bars. Ouais. Tout pas loin, il y a la rue des Boîtes. Non, mais si, il y a plein. Ça rentre dans le terme cool. Oui, voilà. Non, mais je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Je pense aussi, oui. Donc, franchement, il y a énormément de choses à faire. C'est en plein cœur de Strasbourg, donc forcément qu'il y a tout autour. Et viens et on te les fera visiter. Bon, je pense que ça donne envie de vous rejoindre à Strasbourg et au sein de l'école. Donc, merci beaucoup à tous les deux. C'est terminé. Donc, est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour conclure ces échanges? C'est d'inviter à la bienvenue tous ceux qui nous ont écoutés. Venez, on vous attend avec le sourire. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les deux, à une prochaine fois peut-être. Et puis pour les internautes, restez connectés. Dans un quart d'heure, rendez-vous avec Télécom, École de Management, pour cette dernière rencontre à Tout plus 3.